Bon, je pense que celle-là, elle va être compliquée à faire. La famille Itadori. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter le premier membre connu? Bon, oui, peut-être parce que certains oublient que c'est le personnage principal. Donc je vous présente Itadori Yuji. Dès son introduction, une part de mystère viendra l'envelopper. Malgré ses airs de jeune lycéen plein d'entrain, se cache une force de la nature. Sa puissance et sa vitesse dépassaient déjà le commun des mortels. Mais pourtant, c'était loin de choquer le seul membre de sa famille qui s'était chargé de son éducation. Son grand-père paternel, Itadori Wasuke. D'ailleurs, regardez-le bien parce que ce sera le seul qui sera à peu près normal. C'est pour cela que bien évidemment il nous quittera dès l'épisode 1 en portant avec lui les réponses à ces questions. Quelles sont les origines de Yuji et surtout, que cache la famille Itadori? Dans Jujutsu Kaisen, la famille c'est souvent très compliqué. Et aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, on va parler de la pire que j'ai vue. Donc bien sûr, il y aura pas mal de spoils. Et je tourne cette partie après avoir lu le 259. Au moins vous êtes prévenus. On va commencer par le premier qui nous sera révélé dans l'histoire, qui n'est autre que le frère de Yuji, un personnage très apprécié dont les combats et la relation avec le protagoniste nous aura tantôt fait rire et tantôt ému. Son physique est carrément un body goal, vous voyez très bien de qui je parle, c'est bien évidemment Todo Aoi. Bah oui, l'amitié surpasse les liens du sang. Bon, en vrai, logiquement, c'est plus Shozo, qui aura été le premier à avoir de véritables liens filiaux avec Yuji, bien que ces informations restent encore assez cryptiques, car à proprement parler, il ne possède pas vraiment les mêmes parents, vu que Shozo est ce qu'on appelle un fœtus maudit. Il est l'aîné d'une fratrie de 9 hybrides nés d'une mère humaine qui avait la capacité de pouvoir tomber enceinte de fléaux, qui à la suite de 9 avortements aura créé les vaisseaux qui leur auront permis de se réincarner en notre ère, en tout cas pour les 3 plus vieux. Parce que oui, Shozo est actuellement âgé de plus de 100 ans, ce qui en fait un très grand frère. Mais cela ne justifie toujours pas les liens qu'il a avec notre protagoniste, puisque si on se contentait seulement des images fictive qu'il aura vu à Shibuya, il serait autant le frère de Yuji que Todo lui-même. Non, c'est bien par le sang qu'il y a une certaine forme de filiation. Et c'est pas n'importe quel sang, c'est celui d'une autre famille qui est passé maître dans la manipulation de ce dernier, le clan Kamo. Et plus exactement par le biais du pire membre de leur histoire, le tristement célèbre Noritoshi Kamo. J'ai déjà fait la blague. C'est donc lui qui aura créé les 9 fœtus maudits, en y intégrant son sang dans l'équation, expliquant ainsi les sorts de Shozo, Eso, Kishizu et le reste. Sauf que des Kamo, cet homme n'en avait que le corps, car le cerveau qui s'y trouvait est aussi la mère d'Itadori. Vous le connaissez très bien, c'est Kenjaku. Oui, je pense qu'il faudra avoir un peu plus d'explications. Il faut savoir que Wasuke Itadori avait un fils, Jin, sur lequel bien entendu on aura quelques trucs à dire tout à l'heure. Wasuke aura mis en garde les actes de son fils, qui n'ayant pas su faire le deuil de sa défunte compagne, nourrissait le regret de ne pas avoir eu d'enfant avec elle. Pourtant, il aura finalement réussi à combler ce manque. Et bien que les détails de cette conception sont encore flous, une chose est sûre. Kaori Itadori n'aura pas conçu de son vivant son enfant. Tout du moins quand on parle de son âme. Ce qui est resté d'elle aura été sous l'emprise de celui qui aura jadis donné naissance à Shozo et sa fratrie, qui cette fois est passé de l'autre côté en devenant la mère. Ce qui me fait penser que peut-être que sa véritable identité et son genre sont tout aussi flous que ce qu'on a pu avoir pour le cas de Tengen, qui oui, malgré cette apparence, est bien une femme. Une très vieille femme. Bon, je pense que vous vous en doutez, si Kenjaku a donné un enfant à Jin Itadori, ce n'est pas par hasard. C'était pas par bonté de cœur. Mais pour mieux comprendre tout ça, je pense que je vais devoir vous raconter une petite histoire. Durant l'ère Heian, aussi connu pour être l'âge d'or de l'exorcisme, naîtra un enfant non désiré. Enfin, plutôt aura survécu. Car lors de sa gestation, sa vie était vraiment mal partie. Car déjà, sa propre mère, à ce moment-là enceinte de lui, se trouvait déjà en train de mourir de faim. Mais en plus, il partagera les mêmes cellules qu'un autre qui fera un peu office de colocataire, celle de son frère jumeau. Une chose que si vous êtes bien familier avec l'univers de Jujutsu Kaisen vous sonnera comme un synonyme d'horrible fardeau, car cela signifie par la suite de vivre au travers de 2 corps distincts, qui pourtant partageront la même âme. C'est comme si les 2 nouveau-nés n'étaient qu'un seul et même individu, ce qui à l'avenir allait handicaper leur évolution. Sauf que là, avant sa propre naissance, l'enfant fera le choix de rejeter cette destinée, dévorant le corps de son frère afin de ne pas mourir de faim et lui permettant ainsi de grandir par la suite sans la moindre entrave, si bien que c'est aussi de sa condition humaine qu'il se libérera, devenant l'exorciste qui aura tristement marqué l'histoire, le roi des fléaux Ryomen Sukuna.
Mais pourquoi je vous parle de l'antagoniste final du manga dans une vidéo qui parle de la famille du protagoniste? Eh bien, il faut savoir que Sukuna aura beau avoir dévoré le corps de son frère mort-né, son âme demeurera, prise dans un cycle de réincarnation qui l'aura fait arriver jusqu'à notre ère, devenant le fils d'une personne que l'on connaît plutôt bien, mais surtout devenant le père de notre protagoniste, Jin Itadori. J'avais dit qu'on allait revenir dessus. Cet homme était donc le seul individu ayant reçu les mêmes informations que Ryomen Sukuna, possédant la même âme qui aura façonné un même corps, sous-entendant donc le même potentiel. Kenjaku y aura donc vu une opportunité, celle de pouvoir créer un réceptacle capable d'accepter en lui l'âme de l'exorciste le plus puissant avec qui il aura pactisé. Tous les meilleurs matériaux étaient sous sa main, une grande expérience dans la création d'exorcistes hybrides, la capacité de changer de corps et une copie de Sukuna endeuillé par la mort de sa femme, avec qui il n'aura pas pu avoir d'enfant. C'est quand même un sacré hasard que Kaori Itadori meurt avant même d'avoir donné naissance à un fils pour Jin. À croire que Kenjaku a dû donner un petit coup de pouce. Surtout qu'il faut savoir que c'était aussi une exorciste, ayant reçu un sort d'antigravité. Donc on peut déjà savoir que dès le départ, Yuji aurait eu l'exorcisme dans le sang. Mais si ce n'était que ça, vu que Kenjaku y intégrera l'un des doigts de Sukuna qu'il avait en sa possession, permettant donc non seulement d'assurer la compatibilité de Yuji avec le roi des fléaux, mais surtout de lancer le premier rouage qui régira le destin de son fils. Mais malgré tout ce qui aurait été révélé récemment, j'ai encore l'impression qu'il manque des éléments sur l'histoire de la famille Yuji. Était-ce réellement ce que Wasuke allait révéler sur son lit de mort? Personnellement, je ne pense pas que la simple vérité qu'il avait cachée pendant aussi longtemps soit que Kenjaku soit la mère d'Itadori. Surtout qu'on sait que Kaori était déjà morte et que par la suite, Kenjaku aura changé de nouveau de corps. Mais qu'en est-il de Jin? Que lui est-il arrivé? Pour moi, il existe deux possibilités. La première, c'est qu'il se sera enfin rendu compte de l'horreur auquel il aura participé, et aura juste choisi de mettre fin à ses jours, laissant son enfant aux mains de son père. La seconde, c'est qu'il en savait trop, vu que même Wasuke savait que quelque chose n'allait pas. Non seulement la mort de Kaori n'était pas naturelle, mais que si Jin continuait de fréquenter ce qu'il en restait de cette dernière, il allait causer sa perte. Et c'est peut-être ce qui est réellement arrivé. Kenjaku a probablement tué les deux parents d'Yuji tout en étant sa mère, ou son père, je sais pas. Bref, c'est ainsi que sera donc initié par le cerveau, après avoir traversé les âges, voyageant d'un corps à l'autre pour donner l'histoire telle qu'on la connaît, celle de la création la plus tordue de Kenjaku. Dès le premier chapitre, l'auteur aura disséminé des indices sur ce que Yuji était vraiment et ce qu'il allait devenir, avec les résidus du doigt de Sukuna que Megumi aura cru ressentir lors de sa première rencontre, mais aussi les souvenirs de quand il était bébé ou encore le fait qu'il était déjà un participant de la traque mortelle. Mais il y a aussi le plus important, le fait qu'il avale un autre doigt de Sukuna. À l'époque, on pensait que c'était le premier, et aussi pendant longtemps ça aura été un événement assez remis en doute. Est-ce que Yuji l'avait réellement fait de son plein gré? Eh bien, visiblement, la réponse est claire. Absolument pas. Enfin, je crois. Il faut savoir que de manière immuable, les reliques du roi des fléaux résonnent entre elles, influençant le monde autour afin d'avancer vers leur but premier, celle de ressusciter en notre ère la pire catastrophe que le Japon a connue. Donc oui, Yuji n'était donc que le meilleur outil pour déclencher cela, il n'est qu'un instrument. C'est l'évidence même quand on repense aux conditions de sa conception. Ce dernier n'a presque rien d'humain en lui. La preuve, lorsqu'on doit parler de sa physiologie, la meilleure comparaison sera Chozo plutôt qu'un exorciste. C'est même carrément une relique maudite. Sa fonction désormais prime sur son identité, car aux yeux du monde, Yuji est désormais à l'image du monstre de Frankenstein. Malgré la grande humanité qu'il habite, il n'est qu'en réalité la création d'un savant fou. En quelques mots, ces révélations sont assez prévisibles. Beaucoup de personnes avaient fait des théories dessus et cela faisait totalement sens, vu que tout aura été préparé en amont. Mais une bonne exécution n'est pas forcément un synonyme de qualité. On sait depuis le début que l'auteur associe à son personnage principal cette fameuse notion de rouage, dans le sens où il se sent comme quelqu'un n'étant là que pour remplir un rôle prédéfini au sein d'une immense machinerie interdépendante. C'est une façon de voir dont Yuji use afin de se dénigrer tout au long du manga, alors que si c'était réellement un rouage, il serait probablement l'un des plus importants, connectant l'intégralité de son monde,
Fléau, humain, un peu des deux, antagoniste ou protagoniste. Ce serait donc l'élément le plus important de l'œuvre. Donc en avoir fait une sorte de super métis à la Ichigo Kurosaki semble assez pertinent sur ce point. Sauf qu'à prime abord, on pourrait se dire que ça va finir en trope de l'élu de la prophétie, qu'en fait c'était depuis le début celui qui allait ramener l'équilibre dans son univers. Alors oui mais non, vu qu'il y a un point qui me fait penser autrement. Si Yuji n'était qu'un outil servant littéralement à faire avancer l'intrigue, comment cela fait-il qu'il ait autant d'emprise sur Sukuna? Si Kenjaku avait voulu faire un simple vaisseau, pourquoi ne pas l'avoir fait incapable de reprendre le dessus? Était-ce un hasard ou est-ce que c'était réellement prévu? Vu que finalement Itadori tient plus de l'ordre d'une prison pour le roi des fléaux qu'autre chose. Donc où l'auteur voulait en venir? Yuji était-il simplement porté par une destinée décidée par quelqu'un d'autre, ou finalement avait-il la capacité de s'en soustraire? A-t-il réellement le choix? C'est des questions qui ne font que renforcer cette incompréhension sur ce qui est arrivé récemment à Kenjaku. Si le rôle de Yuji est encore aussi ambigu, pourquoi celui qui aurait pu tout nous révéler est déjà mort? J'espère qu'Akutami ne veut pas nous refaire une Wasuke. C'est pour moi un point central sur le fait que cela puisse nous laisser assez partagés sur la tournure actuelle de l'intrigue. Et puis peut-être que finalement le mystère de la famille Itadori ne réside pas réellement en son sombre passé. On sait que Jujutsu Kaisen possède beaucoup d'événements datant de plusieurs siècles dont on ne verra probablement jamais le dérouler. Parce que si on veut vraiment comprendre le sens de tout cela, ce sera avec les personnes qui seront encore parmi nous, et ce qu'ils vont devenir par la suite. C'est même l'un des thèmes majeurs du manga, et c'est pas la mort du dernier membre de la famille Itadori qui sera là pour me contredire. Mais ne vous inquiétez pas si vous l'aviez oublié, j'en connais un qui sera là pour le rappeler. Je vous l'avais dit, parfois l'amitié surpasse les liens du sang. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu sais comment ça fonctionne, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire et surtout à t'abonner. Cette vidéo elle est dédiée à ce frère parti trop tôt qui est Shozo. Pour ceux qui étaient là en live, vous avez bien vu que c'était assez triste à voir. J'ai l'impression qu'en ce moment je fais jamais le bon choix de sujet de vidéo. Mais en tout cas on se retrouve pour la prochaine, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux, à passer sur Twitch et comme d'habitude j'ai toujours pas d'idée d'outro. I know I want you.